Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce dernier live déjà après 8 semaines de live quotidien avec vous. Donc voilà, aujourd'hui on va aborder les solutions concrètes pour la situation qu'une maman m'a envoyée la semaine dernière et qu'on a abordée à tous les jours depuis lundi. La situation va comme suit. Mon enfant a 6 ans et change constamment de main lorsqu'il utilise son crayon ou même les ciseaux. L'enseignante me dit que c'est mauvais pour son écriture. Quoi faire? Donc, on va aborder le sujet aujourd'hui de manière à vous apporter vraiment des stratégies concrètes. Parce que comme je vous mentionnais cette semaine, il n'y a pas c'est pas pour rien qu'un enfant alterne de main. Hein? Un enfant va venir alterner de main comme ça à cet âge-là parce que sa latéralité n'est pas établie d'un point de vue neuro. Donc, comme tout se crée naturellement, hein, donc la parole arrive à un moment où tout a été construit en amont. Même chose pour la latéralité, la préférence manuelle va s'établir quand que tout a été bien construit en amont. Un enfant se met à marcher quand tout a bien été construit en amont. Et donc ici, on l'a vu cette semaine, autant lundi quand je vous ai exposé les différentes raisons qui peuvent expliquer pourquoi un enfant alterne de main. Après mardi, on a vu la cause au niveau d'un point de vue neuro, puis je vous ai tout expliqué la théorie neurologique et neurodéveloppementale liée. Et ensuite, hier, on a exploré la posture parentale. Vous commencez à me connaître, pourquoi je le fais toujours en 4 temps, c'est pour vous apporter vraiment une explication en profondeur de chacune des situations que je reçois. Et donc, au niveau des solutions concrètes, maintenant qu'on a bien compris les tenants et aboutissants de la raison pour laquelle un enfant alterne de main comme ça, là, on est plus à même de bien comprendre la cause et donc d'appliquer des bonnes stratégies, des bonnes solutions qui vont être efficaces, efficientes et qu'on va régler la problématique à la source rapidement. Parce que autrement, on s'aventure un peu dans le néant et donc on passe pas des interventions qui sont efficaces parce qu'ils n'abordent pas la source. Et certainement pas ici de penser que c'est en lien avec la paresse chez l'enfant ou en lien avec le fait que c'est un enfant qui aime moins la motricité fine et qui aime moins le bricolage puis qui est plus dans le sport. C'est pas une question de préférence d'intérêt ici. C'est pas en lien avec la paresse, c'est pas en lien avec le comportement, c'est en lien avec un manque de connexion synaptique qu'on a vu cette semaine lié au corps calleux. Donc le corps calleux qui est la structure qui se situe entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche et qui permet le croisement de l'information et qui permet justement d'établir ce côté-là préférentiel. C'est la structure qu'on voit qui est complètement immature dans tous les troubles d'apprentissage, notamment dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, bonjour à vous, dyscalculie. Donc tous les 10, tous les troubles d'apprentissage impliquent un manque à quelconque niveau de stimulation au niveau du corps calleux. Et donc, c'est pourquoi toutes les stratégies, comme je vous disais, de cette semaine, par exemple, pour un enfant dyslexique, de faire écrire chapeau, chapeau, chapeau plein de fois, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'il va arrêter d'inverser des lettres et de mal conscientiser ou de mal manifester le mot chapeau, que ce soit à l'écrit ou même quand il le lit. C'est parce qu'il y a une notion qui est intimement reliée au corps calleux, qui est intimement reliée à la motricité, qui est intimement reliée à la conscience corporelle et spatiale, qui
engendre le fait que l'enfant mélange les lettres parce que tout est une question de sens. Hein? Le B, le D, le Q, le P, c'est toute une question d'orientation spatiale. Donc, ça veut dire que à plus d'une autre échelle, tout part au niveau du corps. Hein? Si on n'est pas capable de le visualiser, de le matérialiser hein, dans la pensée, hein, ces quatre lettres-là, mais c'est parce que, d'une certaine manière, au niveau du corps, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Et donc, c'est pour ça que je vous disais cette semaine, il y a un grand rôle qu'on doit jouer au niveau de la motricité globale. Et ça fait partie des premières stratégies, une première solution concrète que je vous donne. Tous les mouvements évolutifs développementaux. Hein, je vous parlais cette semaine, par exemple, le ramper, hein, que j'appelle, moi, avec les enfants, le lézard. Le ramper implique un croisement de la ligne médiane. Hein? La ligne médiane étant la ligne ici. Parce que j'alterne mes mains et même chose au niveau de nos pieds pour avancer. Tout comme la marche, on marche en croisée. Hein? J'avance ma main droite en même temps que ma jambe gauche et inversement ma main gauche avec ma jambe droite. Le ramper, c'est la même chose. Donc, en faisant pratiquer des animaux à votre enfant, par exemple, vous prenez un corridor chez vous et vous le faites pratiquer le lézard, le lion, qui est la marche à quatre pattes, qui est du mouvement croisé. Vous pouvez le faire le macaque, hein, qu'on appelle en développement, qui est comme le quatre pattes, mais les fesses, le fessier surélevé. Tous ces mouvements-là, ça fait pratiquer le croisement dans la ligne médiane et ça fait travailler le corps qui permet l'établissement de ce qui est nécessaire pour la motricité fine. Hein? Comme je vous dis en neurodéveloppement, la motricité globale précède la motricité fine. Donc, déjà comme type d'activité que vous pouvez faire à votre enfant, c'est d'abord et avant tout de faire travailler son corps. Donc, à la limite, vous prenez un bol, vous mettez des images de lézards, de lions, de macaques. Vous pouvez même mettre, par exemple, une chenille, vous pouvez mettre un crabe, vous pouvez mettre une araignée. Et bref, l'enfant va se débrouiller pour utiliser son corps pour imiter l'animal. Hein, pas juste au niveau du son, bien entendu, on veut que ce soit d'un point de vue moteur. Et vous pouvez rendre ça ludique, par exemple, en vous mettant à l'autre bout du corridor et vous devez deviner l'animal qui est en train de faire. Hein? Et oui, ça travaille. C'est la zone liée à sa latéralité. Hein, on travaille le corps calleux ici. Hein? Pourquoi? Parce que l'hémisphère droit contrôle le côté gauche, l'hémisphère gauche contrôle le côté droit, et quand on travaille tout le croisement, il y a nécessairement un croisement d'informations qui se fait au niveau du corps calleux. Et nous, le but ici, c'est d'augmenter le nombre de connexions synaptiques au niveau du corps calleux. Donc, le corps, énormément. Ça peut être aussi avec des jeux, par exemple, de ballon. Hein? Le ballon qu'on envoie du côté droit, du côté gauche, qui soit à plat ventre, qui soit assis, qui soit debout. Hein? Amusez-vous avec votre enfant. En autant que, dans le fond, il doit lancer d'un côté ou de l'autre, on croise. Et là, si on se rapproche de la motricité fine, on peut faire la même chose. Hein? Il fait une activité, par exemple, il est en train d'enfiler, je sais pas moi, des Fruit Loops, hein, des genres de céréales sur une réglisse hein, qu'il va manger à la fin. Mais il doit aller chercher les petites céréales du côté opposé. Fait qu'une céréale, par exemple, de telle couleur avec la main droite, et après, il doit aller chercher une autre céréale de telle autre couleur avec la main gauche. Comme je vous disais hier, vous pouvez donner des repères à l'enfant en mettant un collant, hein, ici, rouge, puis un autre collant bleu, et là, il doit utiliser sa main rouge ou sa main bleue. Vous pouvez donner une orientation comme ça, d'un point de vue visuel.
Et l'objectif ici, c'est qu'il croise la ligne médiane. Fait qu'au fur et à mesure qu'il croise et qu'il fait de l'activité bilatérale, il coordonne bilatéralement ses deux mains ensemble pour faire une action, ben là, justement, on augmente d'autant plus les connexions synaptiques. Je vous fais un rappel par rapport à la coordination bilatérale, c'est toute action que les deux mains font ensemble. Hein, vous savez, les poupons, les tout petits bébés, ils vont faire une action qui va être symétrique. Hein, les deux mains en même temps font la même chose. Mais au fur et à mesure que l'enfant s'expose à une foule d'objets et explore librement, ben, il y a une main qui devient une main d'action et une main qui devient une main de stabilisation. Typiquement, quand je découpe, j'ai une main qui stabilise mon papier et j'ai une main qui utilise le ciseau. Donc ça, c'est un bel exemple d'activité aussi bilatérale dans laquelle j'ai une main qui agit et j'ai une main qui tient. J'ai une main active et j'ai une main passive. Même chose, on peut faire un entraînement au niveau du boutonnage, donc faire boutonner l'enfant. Ça, c'est une activité aussi bilatérale, dans le sens que j'ai une main qui soutient et j'ai l'autre main qui insère le bouton, donc qui est active. Mais ça, on en retrouve un peu partout. On peut en fabriquer nous-mêmes des genres de tissus avec des très, très gros boutons. On commence avec les enfants qui ont de la difficulté comme ça, qui font de l'alternance de mains. On commence avec des tissus, avec des gros trous puis des gros boutons pour aller vers des boutons de taille moyenne et éventuellement vers des petits boutons. Vous voyez, on y va de manière progressive. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est d'exposer l'enfant à une foule de tâches, autant avec son corps qu'avec ses bras, qu'avec ses mains. Une activité qui est super intéressante aussi pour le croisement de la ligne médiane, c'est de mettre, par exemple, une feuille au mur. Et là, l'enfant doit faire, des signes de l'infini. Fait que là, il fait du croisement de la ligne médiane. On peut demander à l'enfant de mettre sa main qui est passive à ce moment-là, de la mettre sur le mur pour stabiliser. Et là, il fait un mouvement. Mais vous voyez que c'est pas raffiné. On travaille la dissociation de l'épaule en même temps. On travaille le poignet, on travaille le mouvement du bras, de l'avant-bras. Mais pour autant, il fait du croisement de la ligne médiane. Donc, stimulation au niveau du corps calleux. Et après, il fait l'inverse. Il met la main droite et utilise sa main gauche pour faire les signes de l'infini. L'objectif pour un enfant de 6 ans, comme je vous dis, qui alterne beaucoup, c'est de l'exposer à une foule d'activités dans différentes postures, avec différents objets, notamment que ce soit au niveau des crayons, juste au niveau des crayons. Crayon de bois, crayon feutre, pastel sèche, pastel gras, des craies, des pinceaux. Vous voyez, des crayons de cire que c'est même une boule avec une extrémité qui est comme conique. Donc ça fait une prise qui est différente. Il y a des crayons aussi qui sont plus prisme triangulaire. Amusez-vous à offrir une foule de choix à l'enfant et de le faire dessiner les signes de l'infini, comme ça on peut le faire au mur sur une grande feuille, mais pourquoi pas le faire aussi couché sur le dos, on colle la grande feuille en dessous d'une table qui est quand même basse et il fait, mais couché sur le dos. Fait que là, il y a comme quand même la gravité qui fait que il doit quand même soulever son bras pour faire son signe de l'infini. Et donc, c'est exigeant pour l'épaule, mais c'est ça qu'on souhaite. On souhaite qu'il y ait des mouvements de croisement de ligne médiane tout en travaillant la force, tout en travaillant la dissociation du mouvement. La dissociation du mouvement, on en parle souvent, en neurodéveloppement, c'est pas que au niveau des doigts. La dissociation du mouvement, là, dites-vous qu'un enfant naît, là, c'est comme un bonhomme Michelin.
Et au fur et à mesure qu'il avance en âge, ben, à 4 mois, il devrait avoir acquis le contrôle de la tête. Donc, la dissociation tête-tronc devrait se faire. Après, il y a une dissociation qu'il faut qu'il se fasse au niveau des épaules. Après, il y a une dissociation qui devrait se faire au niveau du coude. Après, au niveau du poignet. Puis après, au niveau des doigts. Et c'est là qu'après, quand tout est dissocié, que je peux avoir une belle prise tripode avec un mouvement dissocié au niveau des doigts, avec une belle opposition du pouce. Donc, il faut voir ça au niveau de l'enfant dans une exposition complète. Comme je vous dis, l'important c'est que l'enfant il puisse croiser énormément. Vous pouvez même aller avec une balle. On disait un ballon à 2 mains, mais pourquoi pas une balle de tennis? Et il doit envoyer la balle d'un côté, puis de l'autre. Puis à la limite, vous lui renvoyez d'un sens et de l'autre. Il doit se tourner. Soyez créatif. Soyez inventif. Maintenant, par rapport à tout ce qui est des objets, que ce soit le crayon, le ciseau, le verre d'eau, la brosse à dents, la brosse à cheveux, tous les objets qu'il prend, il va le prendre avec une main. Donc, notez son verre d'eau, il prend avec quelle main, sa brosse à cheveux, il prend avec quelle main, sa brosse à dents, il prend avec quelle main, son crayon, il prend avec quelle main, son pot de colle, il prend avec quelle main, la fourchette, la cuillère, nan. Et vous allez voir que quand même, l'enfant, peut-être 3 fois sur, je sais pas moi, sur 5, utilise peut-être sa main droite. Et là, vous vous dites, oh, ok, ça veut dire que c'est potentiellement sa main droite qui est sa main dominante. Et dans ce cas-là, bien, vous allez exposer tous les objets, par exemple, du côté droit. Ou vous pouvez aussi, le plus possible, c'est par exemple son verre d'eau, ses ustensiles, pour entraîner à ce qu'il utilise davantage sa main droite, pour qu'il développe et qu'il devienne plus adroit. Mais en tout et partout, comme c'est pas complètement établi, on fait en parallèle toutes les activités d'exploration autant avec la main droite que la main gauche. Ça veut dire que, par exemple, là, il y a un devoir à faire. Là, on va mettre le crayon du côté droit. Au repas, on va mettre ses ustensiles à droite. On va mettre son verre d'eau à droite. On va mettre la brosse à dents à droite. OK? Mais en tout et partout, on va continuer à faire des activités avec les 2 mains. Que ce soit une main à la fois, ou même les dessins, on peut le faire avec les 2 mains ensemble. Des genres de gribouillis et tout. Tout comme dans le rampé, on utilise les 2 mains pour se propulser quand on est à plat ventre au sol. Plus l'enfant va être exposé à plein de tâches, plein d'outils dans lesquels il peut être libre, plus les connexions vont se faire. Je vais même au niveau de la motricité globale. Vous allez au parc, puis il y a des monkey bars. Tu sais, les barres, là, qu'on avance une main à la fois, là. Bon. Mais juste ça implique une forme de croisement, puis les 2 mains sont actives. Ça travaille énormément la ceinture, la force de la ceinture scapulaire, la force dans les bras, qui est toute nécessaire pour la motricité fine. Et ça peut être intéressant si on fait travailler l'enfant, par exemple, on met un collant, puis il doit atteindre le collant, puis de l'autre côté, il doit atteindre l'autre collant. On accentue le croisement. Donc, en tant que parent, vous pouvez vous amuser à faire ça, mais même moi, j'enseignais tout ça aux éducatrices, aux accompagnateurs dans les centres de la petite enfance au Québec. C'est des choses qu'on peut mettre en place et qu'on peut faire aussi avec tous les enfants, dans le sens que ce que je vous mentionne, c'est extrêmement recommandé pour un enfant qui a un écart et qu'on veut rattraper, mais dans le sens que c'est aussi bon de le faire avec toute la notion de notre groupe d'enfants. Donc, si vous êtes enseignante, si vous êtes éducateur, c'est des choses qui se font. Puis même chose pour les professionnels de la santé.
hein, que vous intervenez auprès d'un enfant en individuel ou en intervention de groupe. C'est quelque chose qui se fait très, très bien. L'objectif étant que, justement, l'enfant rattrape son écart. Parce que oui, l'enseignante, quand elle dit c'est mauvais pour son écriture, soit, bien sûr, c'est mauvais parce que, je vous l'ai dit toute la semaine, l'humain n'est pas fait pour dépenser de l'énergie à se questionner ah ben j'utilise-tu ma main droite ou ma main gauche, ma main droite ou ma main gauche. Ah, pour faire telle action, j'utilise mon pied droit ou mon pied gauche, mon pied droit ou mon pied gauche. Même chose, on a une oreille dominante, on a un œil dominant, on a une articulation temporomandibulaire dominante. Et donc, on est supposé établir une latéralité complète par rapport à tout ça pour être efficient et efficace. Hein? Quand on se ramène à l'époque des hommes de Cro-Magnon, ils ne se posaient pas la question de midi à 14h, laquelle de mes deux mains je vais utiliser pour, je sais pas moi, pour utiliser mon arme contre un ours. Mais non, il fallait qu'ils choisissent une main. Donc, c'est la même chose pour nous. Mais, en tout et partout, jamais dans le forcé. On n'avait jamais forcé l'enfant à dire « Ok, t'es droitier » ou « Ok, t'es gaucher ». Parce que ça, je vous l'ai dit cette semaine, ça fige les aires cérébrales et ça ne rend aucunement service à l'enfant à long terme. Il va tomber autrement dans des patrons compensatoires, énergivores, et au final, ben c'est là qu'il va vous dire « J'aime pas les tâches d'écriture, ça me fait mal aux mains, je suis fatigué, j'aime pas l'école. » Et là, il va rentrer dans une généralité. Et c'est pas ça l'objectif. Mais sachant qu'à 90% des tâches des enfants impliquent au primaire l'écriture, bien entendu qu'il faut l'aborder tôt, cet aspect-là. Parce qu'on veut pas qu'il bascule justement cet enfant-là en se disant « Oh, j'aime pas l'école, c'est trop exigeant, nanana, j'aime pas écrire. » Alors que si l'enfant aime pas écrire, c'est pas parce qu'il est paresseux, c'est pas qu'il est pas fait pour l'école. Ne tombons pas dans les étiquettes comportementales. C'est tout simplement parce que il ne manifeste pas les capacités pour exécuter l'attente qu'on a envers lui. L'enfant ne fait pas exprès pour ne pas aimer quelque chose. Il n'aime pas quelque chose parce qu'il n'est pas en mesure de le faire. Il ne se sent pas valorisé, il ne se sent pas validé, il ne se sent pas efficace, adroit dans quelque chose. Donc c'est à nous, en tant qu'adultes, de découvrir pourquoi et de mettre en place des solutions concrètes, comme je viens de vous dire aujourd'hui, pour rendre la tâche aisée grâce à l'accumulation des capacités. Et ici, je vous l'ai dit, ça part par la motricité. Et aussi l'aspect sensoriel, comme je vous disais cette semaine, si je vous mets 2 mitaines dans vos mains, puis je vous demande d'écrire, ben, vous allez faire « Oh, je sens pas vraiment mes doigts, je sens pas vraiment les lettres que je suis en train d'écrire. Ah, je vais alterner avec ma main gauche. Ah non, mais je le sens pas mieux, je vais l'alterner avec la main droite. » Donc, vous voyez, il peut aussi avoir une question d'ordre sensoriel. Et là, ici, ben, ce qu'on veut faire, c'est réveiller les mains, réveiller les doigts. Que ce soit à l'aide de petits massages que vous pouvez faire au niveau de la main en tant que telle, au niveau de chacun des doigts, pour bien les réveiller, au niveau des récepteurs tactiles et proprioceptifs. Mais vous pouvez aussi intégrer, par exemple, des bacs sensoriels avec du macaroni, du riz, des pois chiches, tous des trucs crus que l'enfant, sensoriellement, en rentrant ses mains là-dedans, déjà, ça lui offre des sensations pour réveiller ses mains. Il peut aller à la recherche d'objets précis, donc travailler ses pinces. Il fait du croisement dans la ligne médiane parce que vous avez mis le pot pour déposer les trucs qu'il découvre à l'opposé, avec sa main droite du côté gauche et la main gauche du côté droit. Vous pouvez lui faire découvrir des lettres dans ces bacs sensoriels-là. Donc, vous combinez avec les apprentissages qu'il est en train de faire à l'école ou à la garderie. Et sensoriellement, on augmente la sensation et forcément, à un moment donné, il va avoir une main qui va mieux sentir que l'autre. Pourquoi? Parce que
on est fait, les êtres humains, pour développer un côté préférentiel. Et je vous en parlais cette semaine. Pour moi, tout ce qui est en lien avec la notion d'ambidextre, c'est plus de l'époque de nos parents, de nos grands-parents, lié à la culture, lié à la religion, hein, ce qui faisait qu'on tapait sur la main de la personne qui utilisait sa main gauche. Donc, il développait une écriture manuelle comme droitier, mais dans tout le reste, il utilisait sa main gauche. Mais forcément, parce qu'il a été contré. Salut ma chère Aura! Il a été contré à utiliser sa main droite alors qu'il était gaucher. Et cette contrariété, c'est pas efficace. Sur le long terme, c'est énergivore pour le système nerveux. Je vous l'ai dit, le système nerveux est fait pour être efficace, rapide, efficient. Donc, c'est super important de pouvoir exposer l'enfant à une full d'activités. Ça peut être aussi dans des activités de collage. Par exemple, vous l'entraînez à découper. Et pour aller chercher, par exemple, des brillants, tout ça à coller sur son collage, vous les mettez au côté opposé, donc à gauche. S'il est droitier, non. Dans le sens que s'il y a un côté préférentiel à droite, mais pour autant, c'est intéressant aussi de le faire travailler dans l'autre côté. Donc, de mettre des brillants à prendre à droite, mais avec sa main gauche pour venir les coller. Quand je vous parlais d'activité bilatérale, hein, la main qui fait, la main qui est passive, juste dans le collage, c'est intéressant. Par exemple, prenez un pot de colle, il y a une main qui va tenir le pot et l'autre main qui va tirer le bouchon. Et ensuite, il y a une main qui va venir mettre de la colle sur le papier, tandis que l'autre main stabilise le papier. Et après, les deux mains travaillent ensemble pour venir coller. Donc, vous voyez que juste en ça, dans l'activité de collage, on travaille déjà la coordination bilatérale. Donc, oui, d'exposer l'enfant à plein de types de bricolage. Ça, c'est génial. Puis, je vous parlais cette semaine, tu sais, des animaux, par exemple, en bois, qui ont des trous au pourtour, et que là, on rentre un lacet dedans. Moi, j'appelle ça des animaux à enfiler. Mais là, on rentre, par exemple, le lacet dedans, et il y a toujours une main qui tient, une main qui fait. Au début, quand l'enfant, vous voyez qu'il alterne beaucoup entre main droite et main gauche, puis qu'il n'y a pas de régularité dans la main qu'il utilise, ben oui, là, on peut faire utiliser le lacet avec les deux mains. Mais l'enfant, au fur et à mesure que vous allez vous faire, là, il va développer un côté que il va être plus adroit. C'est sûr. C'est sûr. Mais effectivement, si votre enfant à la maison ne fait aucune activité de motricité globale ni de motricité fine et qui est toujours en train de jouer à des jeux vidéo ou d'écouter des films, c'est plus difficile effectivement de développer des connexions synaptiques si l'enfant n'est pas exposé à utiliser son corps dans son environnement. C'est ça l'effet délétère des écrans. C'est que l'enfant n'est pas en communication, en interaction avec son environnement. Réellement. Mais pour développer des capacités comme la préférence manuelle, la dominance qu'on appelle aussi manuelle, il faut interagir. C'est sans équivoque. Et c'est pour ça qu'on dit pas d'écran avant 3 ans. Parce qu'il y a tellement de trucs à construire au niveau sensorimoteur que de sticker l'enfant devant un écran qui est en 2 dimensions et que l'enfant est complètement passif et qui tombe en état hypnotique, oui, ça nuit complètement à son évolution neurodéveloppementale. Donc, il faut utiliser son corps énormément. Puis quand je parlais des 10 tout à l'heure, ça me fait penser à une conférence que j'avais donnée, qui est notamment sur ma plateforme www.patricia-ergothérapeute.com. Dans l'onglet « Intervenants », j'ai une conférence sur les troubles d'apprentissage, les 10.
dans laquelle je vous expose aussi une foule d'activités plus précises sur les troubles d'apprentissage pour aller développer ce qui est en amont, la source même des difficultés, et non de faire répéter chapeau, chapeau, chapeau et de faire lire à l'infini des mots à l'enfant. Non, c'est pas ça qui va régler le problème. La problématique, la source, c'est au niveau du corps calleux, donc il faut aller travailler ça avec diverses activités. Donc voilà, fait que si ça vous intéresse, allez sur mon site, puis allez voir. C'est là que vous allez mettre en place des stratégies qui vont fonctionner. L'enfant va développer ses capacités, il va gagner en confiance en lui, il va pas avoir d'aversion envers l'école, il va pas avoir d'aversion envers les outils non plus, les crayons, ciseaux, etc. Et ça va être juste bénéfique pour lui, pour tout son cheminement académique. Parce que je vous l'ai dit, 90% de toute façon des tâches qu'un enfant fait au primaire, c'est tout relié à l'écriture. Même s'il fait des mathématiques, il écrit. Donc, ça vaut la peine de bien s'investir et ça vaut la peine en tant que parent, en tant qu'intervenant, puis en tant que professionnel de la santé, d'aller vous chercher des vrais bons outils neurodéveloppementaux pour bien soutenir l'enfant et ne pas s'aventurer aveuglément et certainement pas de tomber dans l'étiquette comportementale. Donc voilà mes chers, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Donc je vous remercie de votre présence pendant toutes ces semaines de live. J'étais très ravie de vous avoir parmi moi, je vais dire parmi nous, de vous avoir dans les lives. Et je vous invite à m'écrire en message privé si vous avez n'importe quelle question sur n'importe quelle capsule. En ce moment, je les publie sur YouTube directement sur ma chaîne Mind, Body and Soul, Pat et JC, que je fais en collaboration avec mon bon ami et collègue Jean-Christophe, qui est ostéopathe. Donc voilà, on se retrouve mes chers dans les rediffusions et je vous dis à bientôt. Ciao!